L'organisatrice m'a bloqué le passage devant 300 invités et m'a envoyé à la cuisine parce que ma fille disait qu'il n'y avait plus de place. Je m'appelle Daniel, j'ai 68 ans et j'ai payé jusqu'au dernier centime de cette fête. Ce que ma fille a oublié, c'est que sans ma signature, on ne sert pas même un verre d'eau ici. Je m'étais préparée avec un soin que je n'avais pas ressenti depuis des années. Devant le miroir de ma chambre, j'ai lissé le tissu de ma robe bordeaux, une teinte sobre mais élégante, comme il convient à une grand-mère qui a travaillé toute sa vie. Ce n'était pas une robe de créateur comme celle que ma fille Valérie s'était obstinée à acheter pour elle et pour ma petite fille Camille, mais c'était du bon tissu, cousu par une couturière du quartier qui sait encore ce qu'est une belle couture. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que mon défunt mari Ernest m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. Dans mon sac à main, enveloppé dans un tissu de velours, je portais le service à gâteau en argent ancien. C'était le même couteau avec lequel j'avais coupé le gâteau de mon mariage et celui des 18 ans de Valérie. Je pensais que ce serait un beau geste de tradition de le transmettre à Camille. Pendant le trajet en taxi vers la salle de réception Le Palais des Lumières, j'ai repassé mentalement les factures. La location de la salle, la décoration avec des fleurs importées que Valérie avait exigées, la robe de princesse de Camille, l'orchestre et surtout le service traiteur. Tout était sorti de mes économies de toute une vie, de la vente du terrain en Ardèche qu'Ernest et moi avions acheté avec tant de sacrifices il y a des décennies. Valérie a toujours eu des goûts de luxe, mais les poches vides. Depuis son divorce, j'ai assumé la charge économique de la maison et de cette fête démesurée. « Ne t'inquiète de rien, maman », m'avait dit Valérie il y a des mois. « Toi, tu paies et tu profites. Je m'occupe de tout organiser. Tu es trop âgée pour te stresser avec les détails. » Et moi, quelle idiote, j'ai fait confiance. En arrivant à la salle, le bruit de la musique et des rires sortait jusqu'à la rue. J'ai payé le taxi et monté les escaliers doucement. À l'entrée, 2 agents de sécurité vérifiaient une liste. J'ai donné mon nom la tête haute. Daniel Beaumont. Le garde a cherché sur sa tablette et m'a laissé passer. Le salon était immense, avec des lustres en cristal qui brillaient tellement qu'ils faisaient mal aux yeux. Il y avait 300 personnes là, des gens importants de Lyon, des amis de Valérie qui ne me saluent jamais. J'ai cherché la table principale du regard. Elle était située sur une estrade décorée avec des nappes de soie argentées. Valérie était là, rayonnante dans une robe dorée, riant aux éclats avec ses amis. Et Camille, belle comme une poupée, mais le regard collé à son téléphone. J'étais sur le point de monter sur l'estrade quand une jeune femme vêtue de noir s'est interposée sur mon chemin. C'était l'organisatrice, une certaine Bénédicte. « Excusez-moi, Madame Beaumont », a-t-elle dit en tendant un bras pour m'arrêter. « Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas monter. Madame Valérie m'a donné des instructions précises. La table familiale est pleine. Vous seriez plus à l'aise à l'arrière, dans la cuisine. » Valérie m'a vue. Nos regards se sont croisés. Au lieu de descendre me défendre, elle a détourné les yeux. J'ai senti une douleur aiguë dans la poitrine. Ma propre fille me traitait comme une intruse dans la fête que je payais. J'ai respiré profondément et j'ai souri. C'était un sourire de celle qui connaît la fin d'une histoire que personne d'autre n'a encore comprise. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. J'ai fait demi-tour avec une dignité qui a semblé surprendre Bénédicte. Je n'ai pas marché vers la cuisine comme une employée réprimandée. J'ai marché vers la sortie latérale, un couloir discret utilisé par les fournisseurs. Pendant que je m'éloignais, j'ai senti les regards dans mon dos. Ils pensaient sûrement, pauvre dame, quelle tristesse. Ils ne savaient pas que la tristesse s'était évaporée, remplacée par une clarté froide et absolue. J'ai regardé les serveurs qui circulaient avec les plateaux de canapé. J'ai reconnu les uniformes, des gilets noirs avec un bord argenté, le laurier d'or. Mon cœur a fait un bond. Je connaissais cette entreprise. J'avais été la mentor du propriétaire, Robert, quand il n'était qu'un jeune homme qui lavait la vaisselle dans ma cuisine il y a 20 ans. Quand je me suis retirée, je lui ai passé beaucoup de mes clients. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes doigts, qui tremblaient quelques minutes avant à cause de l'arthrite et des nerfs, tapaient maintenant avec précision. J'ai cherché dans mes contacts. Robert. J'ai appelé. « Robert,
C'est Daniel Beaumont, ai-je dit d'une voix ferme. Il y a eu un silence, suivi immédiatement par un changement de ton. Madame Beaumont, que se passe-t-il? Mes employés servent à la fête de votre petite fille en ce moment même. Robert, écoute-moi bien. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose dans ton système maintenant. Le contrat de l'événement d'aujourd'hui, les 18 ans de Camille au Palais des Lumières. Qui figure comme titulaire du contrat? C'est vous, Madame Beaumont. La facture est à votre nom. Le dépôt est venu de votre compte. Votre fille Valérie figure seulement comme contact de coordination, mais légalement, le service est pour vous. Exactement. Je suis la cliente. Et comme cliente, j'ai une plainte et une nouvelle instruction. Ce que vous voudrez, Madame Beaumont. Vous savez que je vous dois tout ce que je suis. Robert, je suis à la fête. Ma fille vient de me chasser de la table et m'a envoyé manger à la cuisine. Elle dit qu'il n'y a pas de place pour moi. J'ai entendu un hoquet de l'autre côté de la ligne. Je veux que tu arrêtes le service maintenant. Comment dites-vous? Robert a hésité. Je ne veux pas qu'on serve le filet mignon. Je veux que tes employés ramassent tout. Les assiettes, les verres, les bouteilles de vin que j'ai payées, les couverts, tout. Et je veux qu'ils se retirent. Madame Beaumont, ça va être le chaos. Il y a 300 personnes. Votre fille va me poursuivre en justice. Elle ne peut pas te poursuivre, Robert. Le contrat est avec moi et j'annule le service pour violation de clause morale. Je te protège. Tu as ma parole. Il y a eu un bref silence. D'accord, Madame Beaumont, a-t-il dit finalement. Vous commandez. Quand voulez-vous que je commence? Maintenant. Et Robert dit au chef de salle de commencer par la table principale. J'ai raccroché. À travers la porte entr'ouverte, j'ai vu Valérie debout avec le micro à la main, prête à faire un discours sur l'amour familial. Quelle ironie! Le chef de salle a porté la main à son oreillette. Son visage a changé d'expression. Il a fait un signe discret à son équipe. Pendant que Valérie parlait, le premier serveur s'est approché d'une table. Au lieu de servir du vin, il a pris la bouteille pleine. Soudain, la musique s'est arrêtée avec un grincement sec. Les immenses lustres en cristal ont clignoté une fois, 2 fois, puis tout s'est éteint. L'obscurité était totale. J'ai serré le service en argent contre ma poitrine et j'ai su que la vraie fête venait à peine de commencer. L'obscurité n'était pas totale, bien sûr. À notre époque, des centaines d'écrans de téléphone se sont allumés comme des lucioles dans un champ nocturne. Ces lumières froides illuminaient des visages défaits et des bouches ouvertes. Je suis resté immobile dans mon coin, près de la porte de service. Mes yeux, habitués à surveiller les salons depuis les ombres pendant 30 ans de carrière, se sont vite adaptés. Je ne ressentais pas de peur, au contraire. Je ressentais un calme étrange et solide. J'ai poussé la porte battante pour entrer dans la zone de la cuisine. Là, les lumières de secours donnaient à l'environnement un aspect de bunker souterrain. Les serveurs du Laurier d'Or étaient debout comme des statues. En me voyant entrer, ils ne m'ont pas regardé comme la grand-mère rejetée de la fête. Ils m'ont regardé comme des soldats attendant la confirmation de leur général. Voilà ma ressource cachée. Ce n'était pas l'argent, bien que j'ai payé la fête. Mon véritable atout était la loyauté et l'autorité professionnelle. Quelque chose que ma fille ne comprendrait jamais parce qu'elle n'a jamais travaillé un seul jour réel de sa vie. Elle croyait que le pouvoir venait de crier sur les employés. Moi, je savais que le pouvoir venait de connaître leur nom. J'ai marché vers la table centrale en acier inoxydable. Mathieu, le chef de cuisine, s'est approché. Un homme robuste avec de vieilles brûlures sur les avant-bras, des marques de guerre de notre métier. « Bonsoir Mathieu », ai-je répondu naturellement. « Robert vous a communiqué l'ordre ?»« Oui, madame. » Retrait immédiat. Mais Mathieu a regardé vers les portes. « On s'en va vraiment ? On a 300 plats prêts. C'est beaucoup de nourriture, madame. C'est du gaspillage. Ça ne sera pas gaspillé, Mathieu. Emballez tout dans les conteneurs thermiques. La maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul sera ravie de recevoir un dîner de luxe ce soir. » Les yeux de Mathieu ont brillé. Il se souvenait que je disais toujours que la nourriture est sacrée et ne se jette pas. « Compris, madame Beaumont. »« Les gars !» a-t-il crié en applaudissant une fois avec force. « Vous avez entendu la patronne ? Ramassez tout !» La porte de la cuisine s'est ouverte violemment. Bénédicte est entrée. Elle transpirait, le maquillage coulait. Ses yeux m'ont trouvé. « Vous !» a-t-elle crié en me pointant du doigt. « Qu'avez-vous fait ? Dites-leur d'arrêter. » Je me suis redressé de toute ma hauteur.
Bonsoir encore, Bénédicte, ai-je dit avec une tranquillité qui l'a déstabilisé. Je vois que tu as trouvé le chemin de la cuisine. Tu viens me tenir compagnie? Selon ma fille, c'est l'endroit approprié pour les personnes en trop. Arrêtez vos jeux, a-t-elle crié. Madame Valérie est hystérique. Tu as raison, Bénédicte, il y a un contrat. J'ai avancé vers elle. Clause 14, paragraphe B. Le client titulaire se réserve le droit d'annuler le service à tout moment s'il considère que les conditions de l'événement portent atteinte à son intégrité morale. L'humiliation publique est une atteinte à l'intégrité, ma chère. Mais les invités, l'image de Valérie. L'image de Valérie est le problème de Valérie, ai-je dit. Toi, tu es l'organisatrice. Organise. Tu as 300 personnes dans le noir et sans nourriture. Je te suggère de chercher des pizzas et des bougies. Beaucoup de bougies. Un fracas depuis le salon l'a interrompu. Bénédicte est partie en courant. Je me suis tournée vers Mathieu. Laisse-moi une table dressée ici, au centre de la cuisine. Une table avec la plus belle nappe en lin, un candélabre en argent avec 3 bougies et un seul service complet. Pour moi, si ma fille voulait que je sois dans la cuisine, j'y serais, mais présidant mon propre banquet au milieu du désastre qu'elle avait provoqué. Les serveurs sont sortis par la porte arrière en portant les dernières caisses. Le bruit du moteur du camion a démarré dehors, puis s'est éloigné. Je suis restée seule dans la cuisine, sauf pour le bourdonnement des réfrigérateurs et le murmure croissant de panique qui venait du salon principal. Je me suis assise à la table solitaire. J'ai sorti le service à gâteau de mon sac et je l'ai placé sur la nappe immaculée, brillant à la lumière des bougies. Il ressemblait à une épée au repos. L'électricité du salon ne reviendrait pas toute seule. Je savais où se trouvait le panneau de contrôle général. Il était dans une pièce technique accessible précisément depuis la cuisine. Je connaissais ce type d'installation par mes 30 ans de métier dans la restauration. La porte technique n'était pas verrouillée. J'ai entendu des pas pressés et des talons frappant le sol, s'approchant des portes battantes. C'étaient des pas furieux. Maman, le cri de Valérie s'est fait entendre. « Je sais que tu es là !» La porte s'est ouverte, mais Valérie n'est pas entrée seule. La lumière des lampes de plusieurs téléphones a illuminé l'entrée. Derrière ma fille, j'ai vu des visages connus. Il y avait le beau-père de Valérie, un homme pompeux qui m'a toujours regardé de haut. Il y avait la mère de la meilleure amie de Camille, Patricia. Et Camille, ma petite fille, le maquillage coulé par les larmes. Tous se sont arrêtés net devant la scène. Ils s'attendaient à trouver une vieille dame pleurant dans un coin. À la place, ils ont trouvé une cuisine vide et silencieuse. Et au centre, illuminée par la lumière spectrale de 3 bougies hautes, il y avait moi, assise le dos droit, régnant sur le néant. Valérie haletait. Sa robe dorée ressemblait maintenant à un déguisement bon marché sous la lumière crue des lampes. « Maman » a-t-elle dit, et sa voix a vacillé. « Que signifie tout cela? Où est la nourriture? Pourquoi les serveurs sont-ils partis? Mes invités ont faim. » Je l'ai regardé dans les yeux, non pas avec haine, mais avec une déception profonde et tranquille. La table familiale était pleine. « Ma fille », ai-je dit doucement. Alors j'ai renvoyé le service. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre détonne avec ton esthétique. Camille pleurait en silence. « Mamie, s'il te plaît », a-t-elle gémi. Mes amis s'en vont. Tout est dans le noir. C'est ma fête. C'est ta fête, Camille, ai-je acquiescé. Et je regrette que ça se termine ainsi, mais il y a des leçons qu'on n'apprend pas à l'école ni sur TikTok. On les apprend dans la vie. Je me suis levée lentement. J'ai marché vers la petite porte grise au fond de la cuisine. Je l'ai ouverte. Là se trouvaient les interrupteurs. « Je vais allumer les lumières », ai-je annoncé sans regarder en arrière, pour que tout le monde puisse bien voir comment ramasser ses affaires et partir. Et pour que toi, Valérie, tu puisses voir le visage de chacun des invités que tu as déçus par ton orgueil. J'ai abaissé le levier d'un coup sec. La lumière artificielle a inondé la cuisine. On a entendu un haut collectif depuis le salon quand les lustres en cristal se sont rallumés. Monsieur Carpentier, le propriétaire de la salle, est venu vers moi avec respect. « Madame Beaumont », a-t-il dit, « je voulais confirmer si vous souhaitez maintenir la location jusqu'à 2 heures du matin. » Valérie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. « La salle reste ouverte, monsieur Carpentier », ai-je répondu calmement. « J'ai payé pour l'espace. Qu'il n'y ait pas de nourriture ne signifie pas qu'il n'y a pas de fête, n'est-ce pas ?»
Valérie courait d'un côté à l'autre avec le téléphone collé à l'oreille. Elle essayait de commander de la nourriture rapide, des pizzas, n'importe quoi, mais je savais quelque chose qu'elle avait oublié dans son hystérie. C'était un samedi soir à 22h. Commander de la nourriture pour 300 personnes sans préavis était impossible. Et encore plus impossible si tu n'as pas de quoi payer. Valérie est venue vers moi encore une fois. Cette fois, elle n'apportait pas de fureur, elle apportait de la panique. « Maman, s'il te plaît », a-t-elle supplié. « J'ai trouvé un service de pizza qui peut venir dans 1 heure, mais j'ai besoin de la carte, celle qu'on a utilisée pour la compte. » Je l'ai regardée avec un sourcil levé. « Ta carte de crédit est à la limite, Valérie. Tu le sais bien. Avec la robe de Camille et les arrangements floraux. Maman, ne me fais pas ça. Prête-moi la carte. Je te rembourserai. » « Non, ai-je dit simplement. « Comment ça, non? C'est la fête de ta petite fille. Tu es en train de la gâcher à elle, pas à moi. La fête de ma petite fille s'est gâchée au moment où tu as permis à cette femme de me bloquer le passage. Camille a 18 ans, Valérie. Elle est assez grande pour comprendre que si sa mère mord la main qui la nourrit, elle finira par avoir faim. » Un homme avec un dossier s'est approché de Valérie. C'était le représentant du syndicat des musiciens. Le paiement final de 50% devait être fait en espèces ou par virement confirmé avant que l'orchestre principal ne monte sur scène. J'avais l'enveloppe avec l'argent dans mon sac. Valérie le savait. Le représentant a fait un signe au DJ. La musique s'est arrêtée. Un autre silence, cette fois plus gênant. Valérie m'a cherché du regard parmi la foule. Elle savait que j'avais l'argent. Elle savait que je pouvais sauver le bal. « L'argent de l'orchestre », a-t-elle dit en arrivant à ma table, tendant la main avec la paume ouverte comme une enfant exigeant son argent de poche. « Donne-le-moi. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » ai-je menti avec une sérénité qui l'a rendue folle. « Tu mens. » Valérie a essayé d'attraper mon sac. C'était une erreur fatale. Au moment où sa main a touché la bandoulière de mon sac, j'ai réagi en écartant le sac. Le mouvement brusque a fait perdre l'équilibre à Valérie avec ses talons trop hauts. Elle a trébuché et est tombée à genoux par terre, s'accrochant à la nappe de la table pour ne pas s'étaler. La nappe a glissé. Des verres d'eau, des centres de table en cristal et des couverts sont tombés sur elle. La salle entière s'est levée. Valérie est restée là par terre, mouillée, entourée de cristaux brisés et de fleurs éparpillées. C'était l'image vivante de la défaite. « Relève-toi, Valérie », lui ai-je dit. « Tu te ridiculises, et cette fois, je ne vais pas te nettoyer les genoux. » Elle s'est relevée en tremblant, aidée par Camille. « Partons, » a dit Valérie. « C'est un cauchemar. » « Partir ?» ai-je demandé. « Mais il manque le plus important, ma fille. Le gâteau. » J'ai pointé vers la table auxiliaire, où, miraculeusement, l'immense pièce montée de 5 étages restait intacte. « Personne ne veut de gâteau maintenant !» a craché Valérie. « Au contraire, » ai-je dit en me levant. « C'est la seule chose qu'ils ont à manger, et c'est la tradition. » Bénédicte a cherché le couteau et la pelle. Il n'était là pas là. Tout avait été emporté avec les serveurs. C'est alors que j'ai fait le dernier pas. J'ai marché vers la table où j'avais laissé le service à gâteau. Je l'ai pris avec un calme délibéré. « Tu cherches ceci ?» ai-je demandé en le levant. Ce couteau a coupé les gâteaux des femmes dignes de cette famille depuis 3 générations. « Camille, viens ici. » Ma petite fille s'est approchée. « Prends-le, » lui ai-je offert par le manche. « Tu es la fêtée. Tu as le pouvoir maintenant. Ta mère ne peut pas te nourrir. Seule ta grand-mère a l'outil pour que tu ne passes pas faim aujourd'hui. » Camille a pris le couteau. Ses mains tremblaient. « Coupe, ma chérie. Et souviens-toi bien de ce moment. Souviens-toi qui t'a donné le couteau quand les lumières se sont éteintes. » Je suis sortie à l'air frais de la nuit. Une voiture noire et modeste attendait au bord du trottoir. C'était un taxi que j'avais commandé moi-même avec mon compte, le seul qui avait des fonds. Avant de monter, j'ai regardé en arrière. À travers les vitres, j'ai vu ma fille et ma petite-fille assises au milieu de l'immensité vide. 2 petites silhouettes dorées, entourées de déchets et de silence. L'instinct de mère m'a piqué le cœur. L'envie de revenir, de sortir la carte, d'arranger leur vie une fois de plus. Pauvres petites, ai-je pensé, elles ne savent rien faire. Mais alors je me suis souvenue de la cuisine.
Je me suis souvenu du regard de mépris de l'organisatrice. Je me suis souvenu de Valérie riant avec ses amis pendant qu'on me poussait vers la porte de service. Non, plus jamais. Je suis monté dans le taxi et j'ai fermé la porte. Le son était définitif. Quand Valérie et Camille sont finalement arrivées à la maison, j'ai révélé la vérité. La maison appartient à moi, Valérie. La nue propriété, la titularité légale et la responsabilité du crédit immobilier sont à mon nom. Elles l'ont toujours été. J'ai aussi annulé la domiciliation du crédit et les virements automatiques sur ton compte. Et j'ai déclaré perdu les cartes bancaires que toi et Camille utilisiez. Valérie s'est effondrée. Tu as 42 ans. Tu es diplômée en sciences de la communication, bien que tu n'aies jamais exercé. Tu as la santé. Il est temps que tu commences à payer ta maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. Je me suis préparé mon café au lait avec des croissants, comme j'aime. J'ai tout servi dans mon assiette préférée de faïence de Quimper. Je me suis assise à la tête de la table de la salle à manger. Valérie est descendue en espérant être servie. « Et mon petit déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Au réfrigérateur », ai-je répondu tranquillement. « Il y a des œufs, du jambon. Le gaz fonctionne. Tu ne vas pas me servir ? » « Non. La cuisine est ouverte, mais le service de restaurant est annulé définitivement. Je suis allée à la maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul. Quand j'ai passé le portail, sœur Lucie est venue à ma rencontre les bras ouverts. Les résidents ont applaudi en me voyant. « Là-bas, notre présence est une madone », a crié l'un d'eux. Monsieur Anselme m'a dit que le filet mignon était si tendre qu'il n'avait pas eu besoin de son dentier. Madame Marthe m'a dit que les serveurs avaient été des gentlemen. « Vous nous avez donné de la dignité, Madame Beaumont », m'a dit sœur Lucie. Parfois, la société oublie que les vieux aussi ont du palais et envie de fêter. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Valérie assise par terre, entourée de sacs de marque et de chaussures de créateurs. Elle leur prenait des photos. « Je dois payer le service de pizza », a-t-elle dit d'une voix rauque. « Je vends le sac Vuitton. »« C'est un bon début », ai-je dit. Camille était dans la cuisine avec les gants en caoutchouc jaune, lavant la vaisselle maladroitement. « Mamie, je ne savais pas comment allumer le lave-vaisselle, alors j'ai utilisé l'éponge. » Je me suis approchée. « Doucement, Camille, comme ça tu vas le casser. Fais-le avec tendresse, comme si tu baignais un bébé. » Je lui ai montré comment savonner, rincer, égoutter. Une leçon de 5 minutes plus précieuse que toutes ces années de lycée privé. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré du jardin. Mes rosiers avaient besoin d'être taillés. Un bon jardinier sait que la taille est nécessaire. Il est douloureux de couper ce qu'on aime, mais c'est la seule façon pour que ça fleurisse avec force la saison prochaine. Le soleil a commencé à se coucher, teignant le ciel d'orange et de violet. J'ai entendu Valérie dans la cuisine demander à Camille où était l'huile. Il y a eu des rires nerveux et le bruit d'une poêle qui tombe. Autrefois, je me serais levée en courant pour résoudre le problème. Aujourd'hui, non. J'ai fermé les yeux, j'ai souri et je les ai laissés résoudre leur propre désastre. Parce que le plus grand cadeau que je peux leur laisser n'est pas un compte bancaire plein, mais la capacité de survivre quand les lumières s'éteignent. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.